Les lumières fluorescentes de la salle des urgences du Mercy General Hospital clignotaient depuis 3 jours sans interruption, et personne ne semblait se soucier de les réparer. J'avais cessé d'y prêter attention vers la 9e heure de mon service, quelque part entre l'adolescent au bras cassé et la vieille dame qui était tombée dans sa baignoire. Mes pieds me faisaient tellement mal que j'avais envie de pleurer. Ma blouse était tachée du sang de quelqu'un d'autre, et la pression constante dans le bas de mon dos me rappelait qu'être enceinte de 6 mois, tout en effectuant des doubles gardes, n'était probablement pas ce que mon obstétricienne avait à l'esprit lorsqu'elle parlait d'activité légère. Mais une activité légère ne payait pas les factures. Une activité légère ne couvrait pas le loyer de mon studio dans le Queens, ni les factures médicales croissantes liées aux rendez-vous prénataux, ni le fait que je devrais, d'une manière ou d'une autre, meubler une chambre d'enfant dans les 3 prochains mois. Une activité légère était un luxe pour les femmes qui avaient un partenaire, une famille ou un compte épargne de plus de 217 $. Je n'avais rien de tout cela. Maya, tu as l'air d'un cadavre, m'a dit Rel en apparaissant à mes côtés, le visage inquiet qui plissait sa peau foncée de rides d'inquiétude. Elle avait été mon mentor lorsque j'avais commencé à Mercy il y a 2 ans, et elle était devenue ma famille dans cette ville. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? J'ai essayé de me souvenir. J'avais pris une barre granola à 6 heures du matin. Mon déjeuner avait été interrompu par une urgence cardiaque. Il était maintenant presque minuit. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu es enceinte de 6 mois et tu es debout depuis 14 heures. Elle m'a mis une barre protéinée dans la main avec l'autorité de quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise non. Mange ça et ne pense même pas à prendre ce service supplémentaire samedi. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton «J'aime» et de vous abonner. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. J'adore avoir de vos nouvelles. La barre protéinée avait le goût du carton et du chocolat artificiel, mais je l'ai mangée quand même. Je me suis appuyé contre le comptoir des infirmières et j'ai essayé de ne pas penser à la douleur dans mes pieds. À travers les portes des urgences, je pouvais voir la silhouette scintillante de Manhattan au loin. Un rappel de toute la richesse et des opportunités qui existaient juste de l'autre côté du fleuve, dans un monde dont je ne ferais jamais partie. Le Dr. Chen a également besoin de vous aux urgences. Une autre infirmière m'a appelé et je me suis éloigné du comptoir, ignorant les protestations de mon corps. Le patient du traumatisme 2 était un homme d'affaires d'une trentaine d'années qui avait été agressé à 3 pâtés de maison de son hôtel. Il avait des coupures superficielles, un œil au beurre noir, mais rien de grave. J'ai nettoyé ses blessures avec une pratique insuffisante pendant que le Dr. Chen lui posait des questions sur son traumatisme crânien et vérifiait ses pupilles. Vous devriez porter plainte à la police, lui ai-je dit doucement en appliquant des pansements papillons sur la coupure au-dessus de son sourcil. Parfois, ils peuvent récupérer les biens volés, a-t-il répondu en riant, d'un rire amer et acerbe. Dans cette ville, ils vont classer l'affaire et l'oublier en moins d'1 heure. Il n'avait pas tort, mais je ne le lui ai pas dit. Au lieu de cela, j'ai fini de le penser et je suis passé au patient suivant, puis à celui d'après, jusqu'à ce que, heureusement, mon service se termine à 2 heures du matin. Le métro qui me ramenait dans le Queens était presque vide à cette heure-là. Je me suis endormi sur mon siège, une main posée protectrice sur mon ventre, sentant le bébé donner des coups contre ma paume. Elle était active ce soir-là, faisant ce que j'avais commencé à considérer comme sa routine de gymnastique de minuit. Je sais, ma petite fille, ai-je murmuré. Encore quelques mois et tout sera différent. C'était un mensonge et nous le savions tous les deux. Dans quelques mois, tout serait plus difficile. La garde d'enfants coûtait cher. Le lait maternisé coûtait cher. Les couches, les vêtements et tout ce dont un bébé avait besoin coûtait cher. Et je devrais m'occuper de tout cela toute seule, car le père du bébé m'avait clairement fait comprendre que la paternité ne faisait pas partie de ses projets de vie lorsque je lui avais annoncé ma grossesse. Mon appartement était sombre et froid. Lorsque je me suis enfin traîné jusqu'à la porte à 3 heures du matin, j'étais trop fatigué pour prendre une douche, trop fatigué même pour changer ma blouse. Je me suis effondré sur mon canapé d'occasion et je me suis endormi en quelques minutes. Le lendemain matin est arrivé bien trop vite, annoncé par mon réveil qui a sonné à 10 heures. J'avais 4 jours de congé devant moi. Un cadeau rare des dieux du planning et j'avais l'intention de passer au moins de la première journée à ne rien faire du tout.
Mais mon téléphone en avait décidé autrement. Dernier avis, loyer en retard, à payer dans les 48 heures, sous peine de procédure d'expulsion. J'ai regardé le SMS de mon propriétaire, l'estomac noué. J'avais payé mon loyer. J'étais sûr de l'avoir payé. Mais lorsque j'ai vérifié mon compte bancaire, mon cœur s'est serré. Le paiement avait été refusé. Fonds insuffisants. J'avais oublié le paiement automatique de mes prêts étudiants. 400 $ avaient été prélevés 3 jours auparavant, me laissant avec un déficit de 260 $ pour payer mon loyer. 200 $ auraient tout aussi bien pu être 2000. Je ne les avais pas, je ne les aurais pas avant la date limite. Pour la première fois depuis des mois, je me suis laissé aller à pleurer. Pas les larmes silencieuses et contrôlées que j'avais perfectionnées pendant ma grossesse, mais de grands sanglots qui faisaient trembler tout mon corps et qui n'étaient probablement pas très bons pour le bébé. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le poids de tout cela, l'épuisement, la peur et la solitude m'ont submergé par vagues. Quand j'ai enfin fini de pleurer, je me suis lavé le visage, je me suis préparé une tasse de thé et j'ai fait ce que je faisais toujours quand les choses devenaient impossibles. J'ai élaboré un plan. Je pouvais faire des heures supplémentaires. Michel me dirait de ne pas le faire, mais Riley n'avait pas d'avis d'expulsion qui lui pendait au nez. Ou je pouvais essayer de vendre certaines choses, même si je ne possédais pas grand-chose qui valait la peine d'être vendu. Ou je pouvais... Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour Maltores, je suis Catherine de Elite Event Services. Nous avons reçu votre candidature pour un poste de serveuse et nous avons un besoin urgent de serveur pour ce soir. Il s'agit d'un événement privé haut de gamme à Manhattan. 4 heures de travail, 250 $ en espèces. J'avais postulé auprès d'une douzaine d'entreprises de restauration il y a un mois. J'avais désespérément besoin d'un revenu supplémentaire. Aucune d'entre elles ne m'avait rappelé jusqu'à présent. Quel genre d'événement ai-je demandé, sachant déjà que j'accepterais quelle que soit la réponse? Un dîner privé, une clientèle très exclusive. Vous devrez être sur place à 18 heures pour une réunion d'information. Pantalon noir, chemise blanche boutonnée, chaussures confortables. Vous pouvez venir. 250 $, presque exactement ce dont j'avais besoin pour éviter l'expulsion. Je serai là, ai-je répondu. Le lieu se trouvait à Tribeca, un entrepôt reconverti en un espace élégant et luxueux. Le genre d'endroit où chaque œuvre d'art accrochée au mur coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel. Je suis arrivé à 17h45, vêtu de mon plus beau pantalon noir et d'une chemise blanche qui commençait à me serrer un peu au niveau du ventre, en espérant que la coordinatrice de l'événement ne remarquerait pas que j'étais enceinte et ne me renverrait pas chez moi. Catherine s'est avérée être une femme sévère d'une 50aine d'années qui m'a regardé de haut en bas d'un œil critique. « Vous êtes Maya? »« Oui, madame. »« Enceinte? » Mon cœur s'est serré. 6 mois. Mais je peux travailler. Je vous le promets. Je suis debout toute la journée dans mon travail habituel. Elle a levé la main. Je m'en fiche tant que vous pouvez faire le travail. Mais c'est un événement très particulier. Des invités très particuliers. Vous ne parlez que lorsqu'on vous adresse la parole. Vous ne posez pas de questions. Vous ne regardez personne dans les yeux, sauf si c'est nécessaire. Et vous ne devez absolument pas raconter ce que vous voyez ou entendez ce soir. Compris. Compris. Elle m'a tendu un gilet de serveuse qui cachait au moins un peu mon ventre. Il y a 12 invités ce soir. Vous serez responsable de 3 tables dans la salle à manger principale, boissons, entrées, plats principaux, desserts. Veillez à ce que les verres d'eau soient toujours pleins, débarrassez rapidement les assiettes et restez invisibles. Vous pouvez le faire? Invisible. C'était en gros l'histoire de ma vie. Oui, madame. Les autres serveurs étaient jeunes, élégants, et semblaient faire cela régulièrement. Ils discutaient tranquillement pendant que nous nous installions, mais je restais dans mon coin, concentré sur l'apprentissage de la disposition de la salle à manger et essayant de ne pas penser à mon dos qui me faisait déjà souffrir. À 19 heures pile, les clients ont commencé à arriver. J'étais dans la cuisine en train de remplir mon plateau de flûte à champagne lorsque j'ai entendu la voix de Catherine prendre un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Différent, presque respectueux. « Monsieur Voulov, bienvenue. Votre table est si prête. » À travers la fenêtre de la porte de la cuisine, je l'ai aperçu pour la première fois. Il était grand, peut-être 1,80 m, avec des cheveux foncés coiffés en arrière
et un visage qui semblait sculpté dans le marbre. Des pommettes saillantes, une mâchoire forte et des yeux si sombres qu'ils semblaient noirs de loin. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture avant qu'elle ne rende l'âme et que je doive la vendre pour pièces détachées. Tout en lui respirait le pouvoir. De la façon dont il se déplaçait dans la pièce comme s'il en était le propriétaire, à la manière dont les autres clients ajustaient subtilement leur position pour s'adapter à sa présence. 2 hommes l'encadraient, des gardes du corps. Je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas habillés comme des gardes du corps. Mais la façon dont leurs yeux scrutaient constamment la pièce, la façon dont leurs vestes étaient légèrement bombées d'un côté m'ont appris tout ce que j'avais besoin de savoir. « Qui est-ce » ai-je chuchoté au serveur à côté de moi, un jeune homme nommé Marcus. Il m'a lancé un regard incrédule. « Tu ne sais pas que c'est Alexei Voulov? Il dirige pratiquement le crime organisé russe à New York et dans la moitié du New Jersey. Il a attrapé son propre plateau. Le meilleur conseil? Ne le regarde pas, ne lui parle pas, et prie pour qu'il ne remarque pas ton existence. » J'avais la bouche sèche. Le crime organisé, la mafia. Je servais des boissons à de vrais criminels, mais 250 $. J'avais besoin de 250 $. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai pris mon plateau et j'ai poussé les portes de la cuisine pour entrer dans la salle à manger. La soirée s'est bien déroulée au début. Les clients étaient polis, mais distants. Ils parlaient à voix basse, parfois en anglais, parfois en russe ou en italien, ou dans des langues que je ne reconnaissais pas. J'ai veillé à ce que leur verre d'eau soit toujours plein, je leur ai servi leurs entrées, et je suis resté aussi invisible que possible. La table de Volkov était dans un coin, placée de manière à ce qu'il puisse voir toute la salle. Je n'étais pas affecté à sa section, Dieu merci. Mais je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil dans sa direction. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, quelque chose qui attirait le regard, même si mon instinct me poussait à détourner les yeux. Il était en grande conversation avec un homme plus âgé. Leurs têtes étaient penchées l'une vers l'autre. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais sentir l'intensité de leur discussion. J'étais en train de débarrasser les assiettes d'une de mes tables lorsque je l'ai entendu. Un fragment de conversation en russe provenant de la table juste derrière celle de Volkov. Je ne parlais pas russe, mais j'ai clairement entendu un mot. Poison. Je me suis figé, l'assiette à moitié soulevée de la table. L'homme qui parlait était jeune, peut-être 30 ans, avec des cheveux blonds lissés en arrière et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il parlait à son compagnon, un autre jeune homme, et il jetait des regards vers la table de Volkov. Je suis passé à l'assiette suivante, essayant de faire comme si je faisais simplement mon travail, tendant l'oreille pour en entendre davantage. Mon cœur battait à toute rompre dans ma poitrine. Le blond sortit un petit flacon de la poche de sa veste et le montra à son compagnon. Il était à peine plus grand que mon pouce et rempli d'un liquide transparent. Il le remit dans sa poche et dit quelque chose d'autre en russe qui fit rire nerveusement son compagnon. Ils allaient l'empoisonner. Ils allaient empoisonner Alex Evol, et j'étais la seule à l'avoir remarqué. Toutes les pensées rationnelles dans ma tête me criaient de l'ignorer. Cela ne me regardait pas. C'étaient des criminels. Qu'ils s'entretuent. Prends tes 250 $ et rentre chez toi. Mais il y avait une autre voix, plus douce, mais impossible à ignorer. La même voix qui m'avait poussé à devenir infirmière. La voix qui disait « Chaque vie compte, même celle des personnes qui ont probablement commis des actes terribles. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un mourir. Pas quand je pouvais l'empêcher. Mes mains tremblaient tandis que je rapportais des assiettes à la cuisine. Je n'avais peut-être que quelques minutes avant que le plat suivant ne soit servi. Quelques minutes pour trouver comment l'avertir sans me faire tuer dans la foulée. Je ne pouvais pas simplement m'approcher de sa table. Ses gardes m'en empêcheraient, et si les empoisonneurs en puissance me voyaient lui parler, je deviendrais leur prochaine cible. Je devais être subtil, intelligent, une serviette. Je pouvais écrire sur une serviette. Dans la cuisine, j'ai pris un stylo sur le bloc-notes de Catherine et une serviette en tissu propre dans la pile. Ma main tremblait tellement que j'avais du mal à écrire. Mais j'ai réussi à griffonner 4 mots en majuscules. Ils ont empoisonné votre boisson. J'ai plié la serviette et l'ai glissée dans mon gilet. Mon cœur battait si fort que j'avais le vertige. Le bébé donnait de grandes coupes de pied, comme s'il sentait ma peur. « Ça va ?» m'a demandé Marcus, l'air inquiet. « Tu es pâle. »« Ça va, ai-je menti.
J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Le plat suivant était en train d'être servi. J'ai chargé mon plateau avec les entrées pour ma section, mon esprit passant en revue différents scénarios. Comment lui faire parvenir la serviette? Je ne servais pas à sa table. Je ne pouvais pas simplement m'approcher à moins de faire tomber quelque chose. J'ai emporté mon plateau dans la salle à manger, me dirigeant vers les tables qui m'étaient assignées. Mais en passant près de la table de Voulov, j'ai trébuché sur rien du tout, titubant en avant avec un halètement. Le plateau s'est incliné, les assiettes ont glissé. J'ai réussi à en rattraper la plupart, mais l'une d'elles a roulé vers la table de Volkov, atterrissant avec un fracas qui a fait taire toute la salle. Je suis vraiment désolé, balbutiai-je en posant mon plateau et en me précipitant pour nettoyer la céramique brisée et la nourriture éparpillée. Je suis vraiment désolé. Je vais nettoyer tout ça immédiatement. Les gardes du corps de Volkov se levèrent immédiatement, les mains se dirigeant vers leur veste. Mais Volkov lui-même leva la main pour les arrêter. Ce n'est pas grave, dit-il d'une voix grave et accentuée. Russe? Certainement russe. Les accidents, ça arrive. Je m'agenouillai à côté de sa chaise, ramassant les morceaux d'assiette cassés dans une serviette en papier. Je pris conscience de la proximité dans laquelle je me trouvais. Assez proche pour sentir son eau de Cologne. Cher et boisé. Assez près pour voir les cicatrices sur ses jointures. Alors que je ramassais un morceau de céramique près de son verre d'eau, je pris la serviette pliée dans ma veste et la laissai tomber directement sur ses genoux, camouflée parmi les débris que je nettoyais. Nos regards se croisèrent pendant une fraction de seconde. Ses yeux étaient les plus foncés que j'avais jamais vus, presque noirs et incroyablement froids. Ils me balayèrent, absorbant tout. Ma grossesse, mes vêtements bon marché, le tremblement de mes mains. Puis je me suis retrouvé debout, à m'excuser à nouveau, reculant avec mon ramasse-déchets improvisé tandis que Catherine se précipitait avec une pelle et d'autres excuses. Je me suis enfui dans la cuisine, le cœur battant si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je l'avais fait. Je l'avais prévenu. Il ne me restait plus qu'à prier pour qu'il prenne cela au sérieux et ne me fasse pas tuer pour l'avoir touché. À travers la fenêtre de la porte de la cuisine, je l'observais attentivement. Il resta immobile pendant un long moment, poursuivant sa conversation avec l'homme plus âgé. Puis, d'un geste désinvolte, il se baissa comme pour essuyer quelque chose sur ses genoux. Il trouva la serviette. Il la déplia sous la table, à l'abri des regards. Il la lut. Son expression ne changea pas même légèrement, mais quelque chose dans sa posture changea. Sa colonne vertébrale se redressa de manière presque imperceptible. Ses yeux, qui étaient fixés sur son compagnon, ont commencé à balayer la pièce. Ils se sont posés sur l'homme blond à 2 tables de là et sont restés là. Volkov a dit quelque chose à l'un de ses gardes du corps, qui s'est immédiatement dirigé vers la cuisine. Vers moi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'avais-je fait? Le garde du corps a poussé les portes de la cuisine. Il était massif, avec un crâne rasé et une cicatrice sur une joue. Vous, a-t-il dit en me montrant du doigt, Monsieur Voulov veut vous voir maintenant. Catherine pâlit. Y a-t-il un problème? Le garde de sécurité répéta, l'ignorant complètement. Tous mes instincts me poussaient à m'enfuir. Mais où irais-je? Et qu'arriverait-il au bébé si je m'enfuyais? Les jambes tremblantes, je suivis le garde de sécurité dans la salle à manger. Les autres invités avaient repris leur conversation, mais je sentais tous les regards posés sur moi tandis que j'étais conduite vers la table de Volkov. Il se leva à mon approche, me dominant de toute sa hauteur. De près, il était encore plus intimidant, pas seulement par sa taille, mais aussi par l'aura de violence contrôlée qui émanait de lui comme une chaleur. Dehors, il dit simplement, « Nous devons parler. » « Je suis en train de travailler, commençai-je à dire. Vous avez fini de travailler? » Il posa une main sur le bas de mon dos, fermement mais sans me faire mal, et me guida vers une sortie latérale. Ses gardes de sécurité formèrent un mur autour de nous, nous cachant du reste de la salle. Nous sommes sortis dans une ruelle derrière le bâtiment. L'air nocturne était froid, me faisant frissonner dans mon gilet fin. La voiture de Volkov était là. Une Mercedes noire aux vitres teintées. La porte arrière s'ouvrit. « Monte, dit-il. » Je reculai d'un pas, la peur prenant le dessus sur tous mes autres instincts. Je voulais juste aider. Je les ai vus préparer de l'empoisonner et je ne pouvais pas simplement monter dans la voiture Maya. Ils connaissaient mon nom. Comment connaissait-il mon nom? S'il vous plaît, dis-je, détestant le tremblement de ma voix. J'ai un bébé.
Je suis enceinte de 6 mois. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Quelque chose passa sur son visage. Pas vraiment une émotion, mais un changement dans ce masque froid parfait. Son regard s'est posé sur mon ventre, puis est revenu sur mon visage. Je ne vais pas te faire de mal, a-t-il dit d'une voix plus douce qu'auparavant. Mais tu viens de me sauver la vie et maintenant tu es en danger. Ces hommes qui ont essayé de m'empoisonner. Ils t'ont vu me donner cette serviette. Ils savent que tu m'as prévenu, ce qui signifie qu'ils s'en prendront à toi ensuite. Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. Bien sûr qu'ils avaient une vue. J'étais tellement concentré sur le fait de l'avertir que je n'avais pas pensé à me protéger. Montez dans la voiture, répéta-t-il. Je vais vous emmener dans un endroit sûr. Nous discuterons et nous déciderons de la marche à suivre. Je regardais la portière ouverte de la voiture dans la ruelle derrière moi, sombre et vide. Puis je regardais le visage de Voulov, froid et dangereux, mais pas menaçant, réalisai-je. Le bébé donna un grand coup de pied, comme pour donner son avis. Je suis monté dans la voiture. Volov s'est glissé à côté de moi et la porte s'est refermée avec un clic final qui semblait coûteux. L'intérieur sentait le cuir et son eau de Cologne. L'un de ses gardes du corps s'est installé sur le siège passager avant, puis nous sommes partis. Nous nous sommes éloignés du bâtiment et avons plongé dans la nuit de Manhattan. Où m'emmenez-vous? Ai-je demandé en essayant de garder une voix calme. Chez moi, c'est sûr, je ne peux pas disparaître comme ça. J'ai un travail, un appartement. Les gens me chercheront. Il a sorti son téléphone, a tapé quelque chose, puis m'a montré l'écran. Un SMS à Catherine. Urgence familiale. Maya ne rentrera pas ce soir. Son paiement sera viré. Ce n'est pas... Vous ne pouvez pas, simplement. J'ai eu du mal à trouver les mots qui auraient du sens pour un homme qui faisait clairement ce qu'il voulait. Je dois rentrer chez moi. Votre maison n'est plus sûre. Il a rangé son téléphone et s'est tourné vers moi. Dites-moi exactement ce que vous avez vu et entendu. C'est ce que j'ai fait. La conversation en russe, la fiole, les regards vers sa table, tous les détails dont je me souvenais. Il m'a écouté sans m'interrompre, le visage impassible. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Vous parlez russe? Demanda-t-il finalement. Non, j'ai juste entendu le mot poison et j'ai vu la fiole. La plupart des gens auraient ignoré cela, se seraient tenus à l'écart. Ses yeux sombres m'observaient avec une intensité qui me donnait envie de me tortiller. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je soutins son regard, trouvant un courage que je ne me connaissais pas. Parce que je suis infirmière. Je sauve des vies. C'est mon métier, même celle des criminels. Même alors, quelque chose qui aurait pu être du respect a brillé dans ses yeux. Quel est votre nom complet? Maya Torres. Où travaillez-vous, Maya Torres? À l'hôpital Mercy General, aux urgences. Il a tapé quelque chose sur son téléphone. Lorsque nous nous sommes arrêtés devant un immeuble en grès brun dans l'Upper East Side, j'étais sûr qu'il savait tout de moi, mon adresse, mon solde bancaire, probablement même mon groupe sanguin. L'immeuble était magnifique. 4 étages de briques immaculées et de grandes fenêtres. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais pour un chef du crime. J'avais imaginé quelque chose qui ressemblait davantage à une forteresse, plus clairement défensive. Mais lorsque nous sommes entrés, j'ai compris. La sécurité était là, mais cachée. Des caméras dans chaque coin, des portes renforcées, des hommes postés à des endroits stratégiques. C'était une forteresse, mais une forteresse élégante. Dimitri va vous montrer une chambre d'amis, a dit Voulov. Reposez-vous. Nous discuterons davantage demain matin. Je ne peux pas rester ici, protestai-je faiblement. Je dois aller travailler demain. J'ai déjà pris des dispositions pour que vous preniez un congé de l'hôpital. Pour raison médicale. Votre supérieur s'est montré très compréhensif lorsque mes collaborateurs lui ont expliqué que vous aviez eu des complications pendant votre grossesse. Je le fixais du regard, un mélange de colère et de peur me nouant l'estomac. Vous ne pouvez pas réorganiser ma vie comme ça. Je peux le faire et je l'ai fait, car votre vie est en danger et la seule façon de vous garder en vie est de vous garder ici, sous ma protection. Il s'est approché, assez près pour que je doive pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Vous m'avez sauvé la vie ce soir, Maya. Maintenant, je vais sauver la vôtre, que cela vous plaise ou non. La chambre d'amis était plus grande que tout mon appartement. Un lit king size occupait la majeure partie de l'espace,
recouvert de ce qui semblait être de véritables draps soie. Des baisses vitrées donnaient sur un jardin privé, bien que de lourds rideaux soient actuellement tirés. Il y avait une salle de bain attenante avec une baignoire, une douche séparée et plus de marbre que je n'en avais jamais vu en dehors d'un musée. Je me tenais au milieu de tout cela, toujours vêtu de mon gilet de traiteur, et j'essayais de ne pas m'effondrer complètement. Un léger coup à la porte me fit sursauter. Oui, une femme entra, âgée d'une cinquantaine d'années, avec des yeux bienveillants et des cheveux grisonnants tirés en arrière en un chignon soigné. Elle portait des vêtements pliés et des serviettes. Mademoiselle Torres, je m'appelle Elena. Je m'occupe de la maison de Monsieur Volov. J'ai pensé que vous voudriez peut-être prendre une douche et vous changer. Cela devrait vous aller. Elle posa les vêtements sur le lit, un pyjama en coton doux, un peignoir et même des sous-vêtements encore dans leur emballage. Tout semblait être exactement à ma taille. Comment a-t-il fait? Ai-je commencé à demander. Monsieur Volkov est très minutieux, a répondu Elena avec un petit sourire. La salle de bain contient tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez faim, je peux vous apporter un plateau. Mon estomac a répondu par un grognement. Je n'avais presque rien mangé de toute la journée, trop nerveux à propos de mon travail dans la restauration. Ce serait très gentil. Merci. Bien sûr. Avez-vous des restrictions alimentaires, des allergies? Je secouai la tête, trop bouleversé pour parler. Elena m'observa un instant, son expression s'adoucissant. Je sais que cela doit être effrayant. Mais vous êtes en sécurité ici, monsieur. Volkov protège les siens et vous êtes devenu l'un des siens, que vous l'ayez prévu ou non. Après son départ, je me laissai enfin glisser sur le bord du lit. Le matelas était si moelleux que je faillis gémir. Mon corps me faisait mal partout, les pieds, le dos, les épaules. Le bébé faisait des culbutes, probablement en réaction à mon stress. Je sais, ma petite fille, murmurai-je en posant mes deux mains sur mon ventre. C'est fou, mais tout ira bien, il le faut. La douche était tout ce dont j'avais rêvé pendant ces longues gardes à l'hôpital. De l'eau chaude à volonté, une pression qui fonctionnait vraiment et un savon raffiné qui sentait la lavande et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. Je suis resté sous le jet jusqu'à ce que mes doigts se ratatinent, lavant la panique en même temps que la saleté de la journée. Le pyjama m'allait parfaitement. Le peignoir aussi. J'étais en train de me sécher les cheveux avec une serviette lorsqu'on frappa à nouveau à la porte. Elena revint avec un plateau rempli de nourriture. Du poulet grillé, des légumes rôtis, du pain frais, un accompagnement de pâtes et un verre de lait. Monsieur Volkov a pensé que vous auriez peut-être faim, dit-elle en posant le plateau sur une petite table près de la fenêtre. C'est trop, protestai-je, même si j'avais l'eau à la bouche. Vous mangez pour deux, et vous avez l'air de ne pas avoir pris de repas correct depuis des semaines. Le ton d'Elena était doux mais ferme, me rappelant Rochelle. Mangez, reposez-vous. Demain viendra bien assez tôt. Je mangeais tout ce qui se trouvait sur le plateau, puis me glissais dans l'énorme lit. Malgré mon anxiété, malgré tout, la fatigue l'emporta. Je m'endormis en quelques minutes. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux et l'odeur du café. Pendant un moment de désorientation, j'ai cru que je rêvais. Puis la réalité m'est revenue. L'horloge sur la table de chevet indiquait 9 heures. J'avais dormi près de 10 heures d'affilée. On a de nouveau frappé à la porte. C'était encore Elena, cette fois avec un plateau de petit déjeuner et d'autres vêtements. Bonjour, Monsieur Vulov aimerait vous voir dans son bureau à 17 heures. Je vous ai apporté plusieurs tenues. Il s'agissait de vêtements de maternité de différents styles, de pantalons confortables, de chemises douces et même d'une robe. Toutes ces marques de créateurs, que je reconnaissais pour les avoir vues dans des magazines, étaient bien trop chères pour moi. D'où viennent-ils? Demandai-je en touchant le tissu d'un pull particulièrement doux. Ils ont été livrés ce matin. Monsieur Volkov a des gens qui s'occupent de ce genre de choses. Elena posa le plateau du petit déjeuner. Des œufs, des toasts, des fruits frais, du yaourt, encore du café. Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Après son départ, je pris mon petit déjeuner lentement, essayant de comprendre ma situation. J'avais été en quelque sorte kidnappé par un parrain du crime russe. Il m'avait acheté des vêtements, m'avait donné une chambre dans son manoir, et maintenant, il voulait me parler. Je devais trouver un moyen de sortir d'ici, de retrouver ma vie, mon travail, mon appartement. Mais alors même que je réfléchissais,
Je me suis souvenu de ces paroles. Votre vie est en danger. Était-ce vraiment le cas? Ou était-ce juste une excuse pour me garder ici? J'ai enfilé la tenue la plus pratique que j'ai pu trouver, un pantalon de maternité noir et un pull gris, et j'ai essayé de dompter mes cheveux pour leur donner un aspect présentable. À 10 heures pile, j'ai ouvert ma porte et j'ai trouvé Dimitri, le garde de sécurité balafré de la veille, qui m'attendait dans le couloir. Par ici, mademoiselle Torres, m'a-t-il dit, avec un fort accent, mais dans un anglais clair. Il m'a conduite en bas d'un grand escalier jusqu'au rez-de-chaussée, puis dans un couloir bordé d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher que mes prêts étudiants. Nous nous sommes arrêtés devant une lourde porte en bois. Dimitri a frappé une fois, puis l'a ouverte. Le bureau de Volkov était tout en bois sombre et en cuir, avec des étagères encastrées couvrant 2 murs et de grandes fenêtres donnant sur le deuxième jardin. Il était assis derrière un bureau massif, tapant sur un ordinateur portable. Il leva les yeux lorsque j'entrai, et je fus à nouveau frappé par son air intimidant, même en tenue décontractée, avec un jean foncé et un pull noir qui semblait pourtant coûteux. « Maya, asseyez-vous, je vous en prie. » Il me désigna l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. Je m'assis, croisant les mains sur mes genoux pour cacher leur tremblement. « J'aimerais rentrer chez moi. Je sais que vous le souhaitez. » Il ferma son ordinateur portable et se pencha en arrière sur sa chaise, m'observant de ses yeux sombres et impénétrables. « Malheureusement, ce n'est pas possible pour le moment. Vous ne pouvez pas me garder prisonnière ici. Vous n'êtes pas une prisonnière. Vous êtes une invitée sous ma protection. Quelle est la différence? » Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Les prisonnières n'ont pas droit à des vêtements de maternité de marque. Malgré tout, j'eus presque envie de rire. Presque. « Monsieur Voulov. »« Alex, m'interrompit-il. Appelez-moi Alex. »« Monsieur Voulov, répétai-je fermement, ayant besoin de la distance que m'apportait cette formalité. J'apprécie que vous m'ayez prévenu du danger, mais j'ai une vie, un travail, un appartement, des factures à payer. Je ne peux pas simplement disparaître. » Il ouvrit un tiroir de son bureau, en sortit un dossier et le fit glisser vers moi. « Le loyer de votre appartement a été payé pour les 6 prochains mois. Vos prêts étudiants ont été remboursés en totalité. Votre hôpital a été informé que vous prenez un congé médical en raison de complications liées à votre grossesse. Tout est payé. Vos factures de services publics sont réglées automatiquement à partir d'un compte que j'ai ouvert à votre nom. Je fixai le dossier, craignant de le toucher. Vous ne pouvez pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Pourquoi? Le mot sortit d'un ton sec, presque furieux. Pourquoi feriez-vous tout cela? Il resta silencieux pendant un long moment, l'air pensif. Parce que vous m'avez sauvé la vie. Parce que vous êtes enceinte, seule et en difficulté. Parce que je le peux. Il se pencha légèrement en avant. Et parce que les hommes qui ont essayé de m'empoisonner hier soir font partie de la famille Mikhail. Ils sont dangereux, impitoyables, et ils t'ont clairement vu m'avertir, ce qui signifie qu'ils vont te traquer pour éliminer le témoin. Le nom Mikhail m'a donné des frissons dans le dos. Même moi qui ne connaissais rien au crime organisé, j'avais entendu ce nom. On le murmurait parfois à l'hôpital lorsque certains patients arrivaient avec des blessures par balle et que la police était mystérieusement absente. « Que veux-tu de moi? » ai-je demandé doucement. « Rien que vous ne soyez disposé à donner. » Son regard s'est posé sur le mien. « Restez ici où vous êtes en sécurité. Laissez-moi vous protéger, vous et votre bébé. En échange, je veillerai à ce que vous n'ayez plus jamais à faire de double garde. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier du loyer, des factures médicales ou de toutes ces choses qui vous empêchaient de dormir la nuit. Je ne veux pas être un cas social. Vous n'êtes pas un cas social. Tu es un investissement. » Voyant mon air perplexe, il a ajouté « Tu es infirmière, formée aux urgences. J'aurais besoin de quelqu'un avec tes compétences. Pourquoi faire? Mes hommes ont parfois besoin de soins médicaux. Le genre de soins qui ne peuvent pas être prodigués dans les hôpitaux normaux. J'ai compris, et j'ai ressenti un frisson désagréable. Tu veux que je sois ton infirmière personnelle, pour soigner des criminels qui ne peuvent pas se risquer à aller aux urgences. Je veux que tu utilises tes compétences pour aider les gens qui en ont besoin. Que ces personnes soient des criminels ou non, c'est une question de point de vue. J'aurais dû dire non. J'aurais dû exiger de partir. Au diable, la sécurité.
Mais j'ai pensé à mon appartement, si petit et si froid, à mon travail où je m'épuisais pour gagner à peine de quoi survivre, à la vie d'expulsion, à mon compte en banque vide, à la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mon bébé. Et j'ai pensé à ces paroles. Vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter. Combien de temps? Ai-je demandé. Jusqu'à ce que ce soit sûr, jusqu'à ce que nous ayons réglé la menace Maïov. Et si je dis non, dit-il en se levant, contournant le bureau pour s'asseoir sur le bord, plus près de moi maintenant, alors je te ramènerai chez toi et j'affecterai des agents de sécurité pour surveiller ton appartement, ton lieu de travail, partout où tu iras. Parce que je ne te laisserai pas mourir à cause de moi, Maya. Pas après que tu aies risqué ta vie pour me sauver. Si cette histoire vous passionne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun nouvel épisode. Votre soutien est essentiel et m'aide à vous proposer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Il y avait quelque chose dans sa voix, une intensité qui dépassait la simple obligation. Je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas analyser ce que cela signifiait, mais je le ressentais. Ce courant électrique entre nous. Que s'est-il passé hier soir? Ai-je demandé. Après avoir reçu mon avertissement, son expression s'est durcie. J'ai demandé à mes hommes d'identifier les 2 hommes qui prévoyaient de m'empoisonner. Ils ont été interceptés avant de pouvoir passer à l'acte. Ils sont en train d'être interrogés. Je ne voulais pas savoir ce que signifiait interroger dans son monde. C'est le Mailov qui les a envoyés, a-t-il poursuivi. C'est le premier pas vers ce qui va probablement devenir un conflit beaucoup plus important. Un conflit territorial. Ils veulent ce que j'ai. Et moi, je ne suis qu'un dommage collatéral. Non. Le mot était ferme, absolu. Tu es sous ma protection maintenant, ce qui signifie que quiconque te touche me touche. Et c'est une ligne que personne ne franchit 2 fois. La possessivité dans sa voix aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle m'a procuré une étrange sensation de chaleur dans la poitrine. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un avait promis de me protéger? À quand remontait la dernière fois où j'avais compté pour quelqu'un? Je dois appeler mon amie, ai-je dit. Rochelle de l'hôpital. Elle va s'inquiéter. Ton téléphone est surveillé par mes techniciens. Utilise-le pour des conversations normales, mais ne mentionne pas où tu es ni quoi que ce soit à propos de la nuit dernière. Il me tendit mon téléphone qui avait apparemment été récupéré dans mon appartement. Avec plusieurs autres sacs contenant mes affaires, réalisai-je en les voyant empilés soigneusement près de la porte. J'appelai Rochelle, le cœur battant. Elle répondit dès la première sonnerie. Maya, oh mon Dieu, j'étais morte d'inquiétude. L'hôpital a dit, tu es en arrêt maladie. Que s'est-il passé? Je vais bien, ai-je répondu en jetant un coup d'œil à Alexis, qui me regardait avec une intensité déconcertante. J'ai eu quelques complications, des problèmes de tension artérielle. Le médecin veut que je reste alité pendant un certain temps. Où es-tu? Je viendrai te voir. Je suis chez une amie, quelqu'un qui peut m'aider à prendre soin de moi. Les mensonges avaient un goût amer, mais je vais bien, Ro. Je te le promets. Nous avons discuté encore quelques minutes. Rochelle s'inquiétait pour moi d'une manière qui me faisait monter les larmes aux yeux. Quand j'ai raccroché, je me suis senti plus seul que jamais. Tu es doué pour mentir, a observé Alexis. Je suis doué pour survivre, ai-je corrigé. Il y a une différence, le voici. Son expression a changé. De la compréhension peut-être, ou de la reconnaissance. Oui, il y en a une. Il s'est levé et m'a tendu la main pour m'aider à me lever de la chaise. Sa paume était chaude, cailleuse. Viens, je vais te faire visiter la maison. Si tu restes, tu dois savoir où tout se trouve. La maison en grès brun était encore plus impressionnante que je ne l'avais imaginé. 4 étages, tous plus luxueux les uns que les autres. Une cuisine ultramoderne où un chef préparait déjà le déjeuner. Une bibliothèque contenant des milliers de livres en plusieurs langues. Une salle de sport qui semblait tout droit sortie d'un magazine. Une salle multimédia avec un écran plus grand que le mur de mon appartement. Et partout, une sécurité discrète. Des caméras, des portes blindées, des hommes postés à des endroits stratégiques qui saluaient respectueusement Alexei lorsqu'il passait. Le 3e étage est ma résidence privée, dit-il alors que nous montions les escaliers. Vous êtes la bienvenue partout ailleurs dans la maison. Nous arrivâmes au 2e étage où se trouvait ma chambre. Il y a 4 autres chambres d'amis à cet étage. Elena vit dans les quartiers du personnel au 4e étage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de jour comme de nuit, vous pouvez l'appeler.
Il s'arrêta devant ma chambre, une main appuyée contre le cadre de la porte. De près, je pouvais voir la légère cicatrice le long de sa mâchoire, son nez légèrement tordu qui suggérait qu'il avait été cassé au moins une fois. Il était dangereux, abîmé et pourtant magnétique. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Demandai-je doucement. Il resta silencieux pendant un long moment, ses yeux sombres scrutant mon visage. Parce que vous portez un enfant. Parce que vous êtes seul. Parce que lorsque vous avez vu quelqu'un en danger, vous n'avez pas hésité à aider, même si cela vous a mis en danger. Il tendit lentement la main, me laissant le temps de m'éloigner, et repoussa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Parce qu'il y a quelque chose en vous, Maya Torres, qui me donne envie d'être meilleur que je ne le suis. Je retins mon souffle. Ses doigts s'attardèrent un instant sur ma joue avant qu'il ne recule. La distance professionnelle était de retour. Repose-toi, m'a-t-il dit. Le déjeuner sera prêt dans 1 heure. Et ensuite, si tu te sens d'humeur, j'aimerais te présenter Victor. Qui est-ce Victor? Une ombre a traversé son visage. Mon fils. J'ai passé l'heure suivante dans ma chambre à essayer de digérer tout cela. Alexei Voulov avait un fils, une famille. Je n'aurais pas dû être surprise que des hommes aient une famille, même des criminels, mais pourtant, ça m'a surprise. Ça le rendait plus humain, plus réel. Elena m'a apporté le déjeuner dans ma chambre, un autre festin que je ne pouvais pas finir, ainsi que des vitamines prénatales et un mot d'Alexei. Prends soin de toi et du bébé. Rendez-vous chez le médecin prévu demain dans ma clinique privée. Bien sûr, il avait une clinique privée. Pourquoi pas, à 14 heures, Elena est revenue pour m'annoncer qu'Alexis m'attendait dans le jardin. Je l'ai suivi en bas et nous avons franchi une porte-fenêtre qui s'ouvrait sur un magnifique espace paysager. Des rosiers, une fontaine, des allées de pierre serpentant entre des parterres soigneusement entretenus. Et là, sur un banc près de la fontaine, était assis Alexis avec un petit garçon sur les genoux. L'enfant ne devait pas avoir plus de 3 ans. Avec ses cheveux foncés comme ceux de son père et la même ossature remarquable, il lisait un livre d'images, son petit doigt suivant les mots, tandis qu'Alexis racontait l'histoire d'une voix grave en russe. Ils avaient l'air si normaux, si éloignés du dangereux criminel qu'était Alexis. Il leva les yeux à mon approche et son expression s'adoucit. Maya, viens rencontrer Victor. Le petit garçon se retourna et me regarda avec une curiosité solennelle. Kto ona, papa? Demanda-t-il. English Victor, répondit Alex doucement. Voici mademoiselle Maya. Elle va rester avec nous pendant quelque temps. Pourquoi? Demanda Victor avec la franchise des petits-enfants. Parce que c'est mon amie et qu'elle a besoin d'un endroit sûr où rester. Victor réfléchit, puis regarda mon ventre. Tu as un bébé là-dedans? Je ne pus m'empêcher de sourire. Oui, une petite fille. Ses yeux s'écarquillèrent. Je peux te la voir? Pas encore. Elle doit d'abord grandir. Peut-être dans quelques mois. Elle sera mon amie? La question me prit au dépourvu. Je jetai un coup d'œil à Alexis, qui observait cet échange avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Je pense qu'elle aimerait beaucoup ça. Victor sembla satisfait de cette réponse. Il se tortilla pour descendre des genoux de son père et s'approcha de moi avec précaution, comme si je risquais de m'effrayer. Puis, avec l'intrépidité propre aux enfants, il posa sa petite main sur mon ventre. Le bébé donna un coup de pied, comme pour répondre. Le visage de Victor s'illumina. Elle dit « Bonjour, n'est-ce que pas ?» J'acquiesçai, la gorge serrée par une émotion inattendue. Alexis se leva et vint se placer à côté de son fils. « Victor, pourquoi ne vas-tu pas chercher Natacha? Je pense qu'elle t'a préparé un goûter. »« D'accord, papa. » Le petit garçon m'a fait un signe de la main avant de courir vers la maison où une jeune femme, sans doute Natacha, sa nounou, l'attendait. Il est magnifique, et je dis une fois que Victor était hors de portée de voix. Il est tout pour moi. La voix d'Alexis était rauque d'émotion. Sa mère est morte quand il est né. Des complications pendant l'accouchement. Donc, il n'y a que nous. Cette révélation m'a profondément touché. Il a alors compris. La peur d'être parent seul, le poids d'être responsable d'une petite vie. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Ne le sois pas. Elle m'a fait le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. Il m'a alors regardé, vraiment regardé. Je sais ce à quoi tu es confronté, Maya. Élever un enfant seul, la peur, l'épuisement, l'inquiétude constante de ne pas être à la hauteur. Comment fais-tu? Ai-je demandé.
Comment arrives-tu à tout concilier? Je n'y arrive pas. Pas vraiment. J'ai de l'aide, Natacha, Elena, d'autres personnes. Et je m'assure que Victor est toujours protégé, qu'il n'ait jamais à s'inquiéter des choses qui m'inquiètent. Il s'est approché. C'est ce que je peux t'offrir, de l'aide. Une protection, une chance d'être mère sans être constamment submergé. Les larmes me piquaient les yeux. Il m'offrait tout ce dont j'avais désespérément besoin. La sécurité, la sûreté, de l'aide avec le bébé. Mais à quel prix? Qu'est-ce que tu y gagnes? Demandai-je. Vraiment? Il resta silencieux pendant un long moment, le regard perdu vers Victor qui jouait au loin. La tranquillité d'esprit, savoir que quelqu'un qui m'a sauvé la vie est pris en charge. Savoir que Victor aura un ami, quelqu'un de son âge. Il me regarda à nouveau et peut-être, égoïstement, savoir que quelqu'un dans cette maison n'a pas peur de moi. J'ai peur de toi, ai-je admis, mais pas de moi en tant que personne, de ce que je représente, de ce que je fais. Il y a une différence. Il s'est approché, assez près pour que je puisse sentir à nouveau son parfum. Je ne veux pas que tu aies peur, Maya. Je veux que tu te sentes en sécurité. Je ne sais pas si je peux y arriver. Alors commençons par de petites choses. Restez dîner ce soir. Rencontrez certains de mes proches. Vous verrez que nous ne sommes pas des monstres, juste des gens qui essaient de survivre dans un monde compliqué. J'aurais dû dire non. J'aurais dû garder mes distances. Mais le rire joyeux de Victor résonnait dans la maison. Et j'ai pensé à mon bébé, ma petite fille, qui grandissait avec un ami, en sécurité et entouré d'attention. D'accord, ai-je dit. Dîner. Son sourire était comme un lever de soleil, chaleureux et inattendu. Bien. Venez, je vais vous montrer la salle médicale. Vous devez savoir avec quoi vous travaillez. La salle, la salle médicale se trouvait au premier étage, accessible par une porte cachée dans ce qui semblait être un placard à manteau. Elle était mieux équipée que certaines salles d'urgence dans lesquelles j'avais travaillé. Table d'examen, équipement chirurgical complet, pharmacie approvisionnée en tout, des antibiotiques aux anesthésiques. C'est très complet, dis-je en passant ma main sur l'équipement. Qui a installé tout ça? Un médecin qui travaillait pour moi. Il a pris sa retraite l'année dernière. Depuis, nous nous débrouillons, mais ce n'est pas idéal. Quel genre de blessure suis-je susceptible de voir? Son expression devint sérieuse. Principalement des blessures par balle, des blessures par arme blanche, des fractures, des brûlures, le genre de choses qui arrivent dans mon métier. Je ne suis pas chirurgien traumatologue. Non, mais vous avez suivi une formation aux urgences. Vous pouvez stabiliser, soigner les blessures mineures et gérer les urgences jusqu'à ce que nous puissions obtenir des soins chirurgicaux appropriés si nécessaire. Je me suis déplacé dans la suite, vérifiant les fournitures, notant ce qui était là et ce qui manquait. Mon instinct d'infirmière a pris le dessus. Cataloguer, organiser. Vous aurez besoin de plus de gaz et de meilleurs kits de suture. Cette sélection d'antibiotiques est obsolète. Faites une liste. Je ferai livrer tout cela d'ici demain. Je me suis tourné vers lui. Si je dois faire ça, j'ai besoin de règles. Personne ne mourra dans cette pièce si je peux l'empêcher. Peu m'importe ce qu'ils ont fait ou qui ils sont. Si quelqu'un a besoin d'aide, je l'aide. Ce n'est pas négociable. D'accord. Et j'ai besoin d'avoir accès à des ressources médicales adéquates. Si quelqu'un a besoin de soins hospitaliers, il les recevra dans la mesure du raisonnable. Certaines situations ne permettent pas de prendre ce genre de risque. Alors je ne participerai pas à ces situations. Nous nous sommes regardés fixement, sans céder. Finalement, il a hoché la tête. Très bien. Autre chose, oui. Si à un moment donné je ne me sens pas en sécurité, si votre monde devient trop difficile à supporter, j'ai le droit de partir. Sans question, sans conséquence. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la douleur peut-être, ou la peur que je parte réellement. Je ne peux pas garantir votre sécurité en dehors de ces murs, pas tant que la menace de Mickey existe. Alors espérons que cette menace soit rapidement résolue. Espérons-le. Il était d'accord. Le dîner ce soir-là fut servi dans une salle à manger formelle, pouvant accueillir 20 personnes. Mais nous n'étions que 4. Alex, Victor, Natacha et moi. Le repas était simple pour un manoir. Du poulet rôti, des légumes, du pain frais.
Victor a bavardé tout au long du dîner, me racontant sa journée dans un mélange d'anglais et de russe, parfois corrigé gentiment par son père. Natacha était calme mais gentille, une jeune femme d'environ 25 ans qui adorait manifestement le petit garçon. Cela semblait presque normal, comme un dîner en famille, comme quelque chose que j'aurais pu vivre dans une autre vie. Après le dîner, Alexis a emmené Victor, somnolent, à l'étage pour le coucher. Je me suis retrouvé à errer dans la bibliothèque, attiré par tous ces livres. La plupart étaient en russe ou dans d'autres langues que je ne reconnaissais pas, mais il y avait toute une section consacrée à la littérature anglaise, aux classiques, à la fiction contemporaine et aux textes médicaux. Vous aimez lire? Je me suis retourné et j'ai vu Alexis dans l'embrasure de la porte, sans veste et avec la cravate défaite. Il semblait plus détendu que je ne l'avais jamais vu, plus accessible. Quand j'ai le temps, ce qui n'est pas souvent le cas, vous avez le temps maintenant. Il est entré dans la pièce et m'a fait signe de m'approcher des étagères. Tout cela est à votre disposition. Il y a également une tablette dans votre chambre qui vous donne accès à des milliers d'autres livres. Vous avez vraiment pensé à tout. J'essaye. Il versa 2 verres à partir d'une carafe posée sur la table d'appoint, puis sembla se souvenir de quelque chose. Désolé, vous êtes enceinte. Préférez-vous de l'eau gazeuse à la place? Cette attention était inattendue et touchante. Oui, s'il vous plaît. Il revint quelques instants plus tard avec un verre en cristal rempli d'eau gazeuse et de citron. Nous nous assîmes dans les fauteuils et un cuir près de la cheminée, les flammes projetant des ombres dansantes. Parlez-moi de la mère de Victor, dis-je, si vous le souhaitez. Il resta silencieux si longtemps que je crus qu'il ne répondrait pas. Alors, Irena, elle était fougueuse, belle, passionnée, totalement inappropriée pour quelqu'un dans ma position, mais je l'aimais quand même. Comment vous êtes-vous rencontrés? Elle était violoniste. Je l'ai entendue jouer lors d'un concert et je n'ai pas pu la sortir de ma tête. Il m'a fallu 3 mois pour la convaincre de dîner avec moi. Un sourire triste effleura ses lèvres. Elle savait qui j'étais, ce que je faisais. Elle m'a choisi quand même, et cela l'a tuée. Ce n'est pas juste. Les complications lors de l'accouchement, ça arrive. Ce n'était pas ta faute, n'est-ce pas? Si elle ne m'avait jamais rencontré, si elle n'était jamais tombée enceinte, elle jouerait encore du violon, elle serait encore en vie, ou elle serait morte dans un accident de voiture, d'un cancer ou d'une mille autres façons. Tu ne peux pas te reprocher le hasard de l'univers. Il m'a regardé, visiblement surpris. On dirait que tu parles d'expérience. Je pris une gorgée d'eau, réfléchissant à ce que je devais partager. Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans. Accident de voiture. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge et c'était fini. Pas d'avertissement, pas d'adieu, juste disparu. Je suis désolé. J'ai passé des années à me demander si j'aurais pu changer les choses d'une manière ou d'une autre. Si j'avais demandé à rester à la maison ce jour-là, si nous étions partis 5 minutes plus tard. Si. Mais finalement, j'ai compris que la vie ne fonctionne pas ainsi. De mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes et tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de trouver un sens à ce qui suit. Et quel sens avez-vous trouvé? Que la vie est précieuse, que chaque instant compte, que si j'ai les compétences pour sauver quelqu'un, j'ai le devoir d'essayer. Je l'ai regardé dans les yeux. Même si cette personne est un parrain du crime russe qui m'a kidnappé, je ne t'ai pas kidnappé. Sémantique, il a ri, un rire riche et sincère, et j'ai réalisé que c'était la première fois que je l'entendais vraiment rire. Cela a transformé son visage, le rendant plus jeune, moins accablé. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, a-t-il dit. À quoi t'attendais-tu? À quelqu'un de plus effrayé, de plus fragile. Je suis très effrayé et certainement fragile, mais je suis aussi une femme célibataire enceinte qui se débrouille seule depuis longtemps. On apprend à cacher sa peur et à aller de l'avant. On ne devrait pas avoir à le faire, mais je le fais. Nous le faisons tous à notre manière. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, les yeux rivés sur les miens. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure quand je t'ai dit que je voulais que tu te sentes en sécurité ici. Ce n'est pas une prison, Maya. C'est un sanctuaire. Tu peux partir quand tu veux. Mais tu ne le recommanderas pas. Non, parce que j'ai vu ce que les Mikyov font aux gens qui les contrarient. Et je ne laisserai pas cela t'arriver, à toi ou à ton bébé. Le feu crépitait entre nous, remplissant le silence. Dehors, la nuit était tombée,
Les lumières de la ville étaient visibles à travers les fenêtres. Je peux te poser une question? J'ai dit que tu pouvais me demander n'importe quoi. Est-ce que tu le regrettes parfois? Cette vie, il resta silencieux pendant un long moment, le regard lointain. Tous les jours et jamais. Il me regarda à nouveau. C'est la seule vie que je connaisse. Mon père était dans ce monde. Son père avant lui. Je suis né dedans, j'ai été formé pour ça. C'est dans mon sang. Mais Victor n'est pas obligé de l'être. Non, dit-il fermement. Victor aura des choix que je n'ai jamais eus. Il ira dans de bonnes écoles, aura des opportunités légitimes. Il pourra être ce qu'il veut, même s'il souhaite suivre tes traces. Une douleur traversa son visage. Dans ce cas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'éloigner de cette vie. Je le croyais. Je croyais en la profondeur de son amour pour son fils, en son désir de donner à Victor ce qu'il n'avait jamais eu, la liberté. Tu es un bon père, dis-je doucement. J'essaye. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, buvant nos boissons respectives, regardant le feu. Quand je me suis finalement levé pour aller me coucher, épuisé, il s'est levé aussi. Merci, ai-je dit, pour le dîner, pour tout ça. Tu n'as pas à me remercier, si je dois te remercier. Parce que malgré tout, malgré cette situation complètement folle, tu tiens ta promesse. Tu me protèges. Et cela ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Une lueur féroce et protectrice a brillé dans ses yeux. Tu l'as maintenant. Aussi longtemps que tu en auras besoin, a-t-il dit en m'accompagnant jusqu'à ma chambre. Un geste qui semblait étrangement chevaleresque de la part d'un homme qui avait probablement ordonné des exécutions avant le petit déjeuner. Arrivé à ma porte, il s'est arrêté. Dors bien, Maya, et si tu as besoin de quoi que ce soit, ma chambre est juste au-dessus de la tienne. Appelle-moi. Je le ferai. Merci. Je fermai la porte et m'appuyai contre elle, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que je faisais? Je m'installais confortablement dans la maison d'un parrain du crime. Je prenais mes repas avec sa famille. Je commençais à le voir comme quelque chose de plus qu'un simple dangereux. Mais alors que j'enfilais mon pyjama en soie et que je me glissais dans ce lit incroyablement confortable, je ne pouvais nier la vérité. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais en sécurité. Et c'était la chose la plus dangereuse de toutes. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un étrange mélange de normalité et d'irréalité. Je me réveillais chaque matin dans des drops de soie, 8 repas préparés par un chef personnel, et je passais mes après-midi dans la suite médicale à organiser des fournitures ou à lire dans la bibliothèque. Victor est devenu mon compagnon constant, me suivant partout dans la maison avec des questions sans fin sur le bébé, sur l'allaitement, sur tout. Aura-t-elle des cheveux à la naissance? M'a-t-il demandé un après-midi alors que nous étions assis dans le jardin, sa petite main posée sur mon ventre? Probablement. La plupart des bébés en ont. De quelle couleur? Je ne sais pas encore. Peut-être foncé comme les miens. Il a réfléchi sérieusement à la question. Papa dit que je ressemblais à une petite pomme de terre quand je suis né. J'ai ri en imaginant le petit Victor comme un nouveau-né tout ridé. Tous les bébés ressemblent à des pommes de terre au début. Puis ils deviennent mignons. Je suis très mignon maintenant, a-t-il dit d'un ton neutre. Oui, c'est vrai. Alexis apparut sur la terrasse, le téléphone à la main, l'air tendu. Il avait passé toute la matinée en réunion, sa voix résonnant dans toute la maison dans un russe rapide. Quoi qu'il se passe avec les Mickey, la situation s'aggravait. Victor, va chercher Natacha, dit-il. C'est l'heure de ta leçon. Le petit garçon fit la moue mais obéit, donnant une dernière petite tape sur mon ventre avant de s'enfuir en courant. Alexis prit place à côté de moi sur le banc et je pouvais sentir la tension qui émanait de lui. Mauvaise nouvelle? Demandai-je. Des nouvelles compliquées? Il se frotta la mâchoire. Un geste qui, d'après ce que j'avais appris, signifiait qu'il était frustré. Les Mikiov intensifient leurs efforts. Ils ont attaqué l'un de mes entrepôts hier soir. Pas de victimes, Dieu merci. Mais ils envoient un message. Quel genre de message? Qu'ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire mon territoire, mes opérations, tout ce que j'ai construit. Je posai ma main sur la sienne, un geste instinctif. Que vas-tu faire? Il regarda nos mains jointes, puis leva les yeux vers mon visage. Ce que je dois faire, mais je dois d'abord m'assurer que tu es en sécurité. Je suis en sécurité ici. Tu t'en es assuré pour l'instant.
Mais si la situation s'aggrave, et elle s'aggravera, je devrais envisager d'autres options. Il y a une propriété en Suisse, plus isolée, plus facile à sécuriser. Je pense t'y envoyer avec Victor jusqu'à ce que tout soit réglé. La panique m'envahit. Tu nous envoies loin pour nous protéger. Et toi? La question resta en suspens entre nous, lourde de conséquences que je n'étais pas prête à examiner. Son regard s'adoucit et il tourna sa main pour tenir la mienne correctement. Je m'en sortirai. J'ai survécu à pire que les Mekiov. Ce n'est pas rassurant, Maya. Il se rapprocha, levant sa main libre pour me caresser la joue. Je ne peux pas faire ce qui doit être fait si je m'inquiète constamment pour toi. Si je sais que Victor et toi êtes en sécurité, loin de tout ce chaos, je peux me concentrer. Je peux mettre fin à tout ça. Que veux-tu dire par mettre fin? Je veux dire ce que je veux dire. Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître les réponses. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû être horrifié par la désinvolture avec laquelle il parlait de violence. Mais au lieu de cela, je me suis penché vers lui, trouvant du réconfort dans sa présence, Boasson. Quand? Ai-je demandé. Bientôt. Dans quelques jours peut-être. Je suis encore en train de m'organiser. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le bébé était agité, il donnait des coups de pied et se retournait, et mon esprit ne voulait pas se calmer. Je n'arrêtais pas de penser au projet d'Alexis de m'envoyer loin, à combien le rire de Victor, la gentillesse d'Elena, l'étrange sentiment d'appartenance que j'avais trouvé dans cette maison me manqueraient, à combien il me manquerait. C'était dangereux, ces sentiments qui se développaient entre nous. Inappropriés. Il était un criminel et moi j'étais quoi? Sa captive, son employé, quelque chose de complètement différent. À minuit, j'ai renoncé à dormir et je suis descendu en peignoir, pensant qu'un peu de lait chaud m'aiderait peut-être. La maison était calme. Seuls les bips discrets du système de sécurité rompaient le silence. J'ai trouvé Alexei dans la cuisine, debout devant le comptoir, un verre de vodka à la main, regardant par la fenêtre le jardin plongé dans l'obscurité. Il était torse nu, vêtu uniquement d'un pantalon de pyjama. Je pouvais voir les cicatrices qui marquaient son dos. Des blessures par balles, des coupures au couteau, les traces d'une vie violente. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il sans se retourner. « Le bébé fait de la gymnastique. Je t'occupe trop l'esprit ?» Il se tourna vers moi. Dans la faible lumière de la cuisine, il avait l'air épuisé, vulnérable d'une manière que je n'avais jamais vue. « Tu veux du thé? Avec plaisir. » Il se déplaçait avec une habileté surprenante, remplissant la bouilloire, sortant des tasses et des sachets de thé. « La recette d'Elena, dit-il. De la camomille avec du miel. Elle jure que ça aide à dormir. » Nous nous sommes assis à l'îlot de la cuisine en attendant que l'eau bouille. L'intimité de ce moment, juste nous deux dans la maison silencieuse, semblait significative d'une certaine manière, comme si nous franchissions une ligne invisible. « Je peux te poser une question personnelle? » dis-je. « Vous pouvez demander. Je ne répondrai peut-être pas. Pourquoi ne vous êtes-vous pas remarié? » Après Ineria, il resta silencieux pendant un long moment, ses doigts traçant des motifs sur le comptoir en marbre. Parce que personne d'autre ne m'a jamais fait ressentir ce qu'elle m'a fait ressentir. Et parce que faire entrer quelqu'un dans cette vie, dans ce monde, me semble être une condamnation à mort. Mais tu m'as amené ici. Tu étais déjà en danger à cause de moi. C'est différent que de choisir d'impliquer quelqu'un. Il m'a regardé. Même si je suppose que le résultat est le même. Tu es ici, dans mon monde, un danger à cause de moi. J'ai choisi de te prévenir. C'est ma responsabilité. Vraiment? Ou est-ce que j'ai manipulé la situation, utilisé ta situation contre toi? Son expression était douloureuse. Je savais que tu étais désespéré. Je savais que tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais pu simplement rembourser tes dettes et te laisser retourner à ta vie. Au lieu de cela, je t'ai amené ici, dans ma maison, et je t'ai rendue dépendante de moi. Tu te surestimes. Je ne suis pas si facile à manipuler, n'est-ce pas? Tu es ici, n'est-ce pas? Tu portes des vêtements que j'ai achetés, tu dors dans ma maison, tu t'occupes de mon fils. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Dis-moi, Maya, si je n'avais pas payé tes dettes, si tu n'avais pas été en danger, serais-tu encore ici? La question me fit mal car je ne connaissais pas la réponse. Serais-je resté si j'avais eu le choix? Ou est-ce que je faisais simplement de mon mieux dans une mauvaise situation? La bouilloire siffla, brisant la tension. Alexei versa le thé d'une main tremblante
Et je réalisais avec surprise qu'il était bouleversé, vraiment bouleversé, et non pas simplement calme et maître de lui comme d'habitude. Je resterai, dis-je doucement. Il se figea, me tournant le dos. Quoi? Deux, si tu avais payé mes dettes et qu'il n'y avait pas de danger, si j'avais toutes les chances de partir en toute sécurité, je pense que je resterais quand même, au moins pendant un certain temps. Je pris une inspiration. Parce que Victor a besoin de quelqu'un en plus du personnel rémunéré. Parce que tu as besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de te rappeler à l'ordre. Et parce que malgré tout, je me sens plus en sécurité ici qu'ailleurs. Il se retourna lentement, ses yeux sombres cherchant les miens. Tu ne le penses pas. Si, et cela me terrifie. Je me levais et m'approchais de lui. Je devrais te détester. Tu es tout ce dont je devrais m'éloigner. Mais quand je te vois avec Victor, quand tu me regardes comme si j'avais de l'importance, quand tu me protèges sans rien demander en retour, ça me donne envie de choses que je ne devrais pas vouloir. Maya, mon nom était à peine un murmure. Tu ne sais pas ce que tu dis, n'est-ce pas? J'ai 28 ans, je suis enceinte et seule. Et pour la première fois depuis des années, quelqu'un prend soin de moi au lieu de l'inverse. Sais-tu à quel point c'est enivrant? À quel point c'est dangereux? Il a comblé la distance qui nous séparait en deux enjambées, ses mains venant encadrer mon visage. Ce n'est pas bien. Tu devrais remonter. Nous devrions oublier cette conversation. Vraiment? J'ai posé mes mains sur sa poitrine, sentant son cœur battre à toute vitesse sous mes paumes. Ou devrions-nous cesser de prétendre qu'il n'y a rien entre nous? Ce qu'il y a entre nous, c'est de la gratitude et les circonstances, rien de plus. Tu mens. Oui, cet aveu semblait lui arracher. C'est vrai. Puis il m'a embrassé, désespérément et férocement, ses mains s'emmêlant dans mes cheveux. Je l'ai embrassé avec le même désespoir. Des mois de solitude, de peur et de désir se sont déversés dans ce baiser. Ses lèvres étaient étonnamment douces, son toucher délicat malgré l'intensité. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, il a posé son front contre le mien. C'est une idée terrible, a-t-il dit. Probablement la pire. Tu mérites mieux que ça. Mieux que moi, peut-être. Mais je ne veux pas mieux. Je veux quelque chose de vrai. Je te veux toi. Il s'est reculé pour me regarder, le visage tourmenté. Si nous faisons ce que là, si nous franchissons cette ligne, je ne peux pas te promettre une vie normale. Je ne peux pas te promettre la sécurité, la stabilité ou tout ce que tu devrais avoir. Je n'ai pas besoin de promesses. J'ai besoin de quelqu'un qui me voit, qui ne me traite pas comme si j'étais fragile ou impuissante. Quelqu'un qui me regarde comme tu me regardes en ce moment, comme si j'étais la plus belle chose que tu aies jamais vue. Son pouce a effleuré ma lèvre inférieure. Parce que tu l'es, Maya, belle et forte, et bien au-delà de tout ce que je mérite. Alors nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Parce que je ne mérite pas un chef de gang au cœur d'or qui me donne l'impression d'être importante. Il a ri. Un rire brisé et magnifique, un cœur d'or. Tu ne sais clairement pas ce que j'ai fait. J'en sais assez et je te choisis quand même. Cette fois, quand il m'embrassa, ce fut plus lentement, plus profondément, une promesse plutôt qu'une question. Ses mains étaient prudentes autour de mon ventre, protectrices même dans la passion. Quand il s'écarta enfin, ses yeux étaient sombres de désir et d'autre chose, de peur. Monte, m'a-t-il dit. Pas seulement pour discuter, mais pour être proche. J'ai besoin d'être près de toi. J'ai pris sa main et nous avons gravi ensemble les escaliers qui menaient à son étage privé. Sa chambre était masculine et épurée, dominée par un lit massif et des baies vitrées donnant sur la ville. Nous nous sommes allongés ensemble, tout habillés, mon dos contre sa poitrine, son bras protecteur autour de mon ventre. Parle-moi d'elle, m'a-t-il murmuré dans les cheveux. Ta fille, que veux-tu savoir? Tout. Comment vas-tu l'appeler? J'ai souri dans l'obscurité. Je pense à Elena, en hommage à une personne gentille qui m'a aidé quand j'en avais besoin. Il m'a serré plus fort dans ses bras. Elena adorerait ça. Elle donne surtout des coups la nuit, généralement vers minuit. Elle a le hoquet au moins une fois par jour, ce qui est adorable et agaçant. Et elle réagit à la musique, surtout classique, qui la calme. Comme Victor, il adore la musique, probablement grâce à sa mère. Nous avons parlé pendant des heures, partageant nos histoires, nos rêves, nos peurs. Il m'a parlé de son enfance dans le monde de son père, de la première fois où il a dû tuer quelqu'un à 16 ans, des cauchemars qui le hantaient encore.
Je lui ai parlé de la mort de mes parents, de mon placement en famille d'accueil, de mes études d'infirmière financées par des bourses et ma détermination sans faille. Vers 3 heures du matin, je me suis finalement endormi dans ses bras, me sentant plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des années. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil et l'odeur du café. Alex était assis sur une chaise près de la fenêtre, entièrement habillé, me regardant avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Bonjour, ai-je dit, soudainement gêné. Bonjour, il m'a tendu une tasse de thé. Je devrais m'excuser pour hier soir. J'ai profité de la situation. Arrête, tu n'as profité de rien. Nous sommes tous les deux adultes. Nous avons tous les deux fait des choix. Il a hoché lentement la tête. Mais les choses sont déjà assez compliquées sans ajouter cela. Mon cœur s'est serré. Es-tu en train de dire que la nuit dernière était une erreur? Je dis que je ne sais pas ce que c'était, ni ce que cela signifie pour l'avenir. Il a passé une main dans ses cheveux, frustré. Je tiens à toi, Maya, plus que je ne le devrais. Mais tenir à moi est dangereux. Être avec moi est dangereux. J'ai besoin que tu comprennes cela. Je comprends et je fais ce choix malgré tout, même en sachant qui je suis, ce que je fais, même en sachant. Avant qu'il n'ait pu répondre, son téléphone sonna. Il répondit en russe, son expression s'assombrissant à chaque mot. Lorsqu'il raccrocha, il me regarda avec une fureur à peine contenue. Les Mikhail savent que tu es ici. Ils savent pour Victor et ils menacent de s'en prendre à vous deux si je ne leur cède pas mes opérations d'ici la fin de la semaine. Un frisson glacial m'a parcouru les veines. Comment l'ont-ils découvert? Quelqu'un a parlé. Quelqu'un dans mon organisation nous a trahis. Il faisait les 100 pas comme un animal en cage. Je vous déplace tous les deux aujourd'hui. D'ici 1 heure, la Suisse sera trop évidente. Ils surveilleront toutes mes propriétés connues. Je vous envoie ailleurs, un endroit inattendu. Où? Mieux vaut que vous ne le sachiez pas encore. Il y aura moins de risques s'ils interrogent quelqu'un ici. Le mot « interroger » me fit frissonner à nouveau. Ce n'était plus seulement une question d'affaires. C'était de la guerre. Et toi? Demandai-je à nouveau. Je mets fin à tout ça aujourd'hui. Il sortit son téléphone et tapa rapidement sur le clavier. J'ai des gens en place. Il est temps de partir, Alex. Il s'approcha de moi et me serra dans ses bras avec fougue. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Tu peux le faire? J'acquiesçais contre sa poitrine, respirant son parfum, essayant de mémoriser cet instant. Bien. Maintenant, va faire tes valises. Seulement l'essentiel. Dimitri vous conduira, Victor et toi. Elena viendra aussi pour l'aider. Et Natacha, elle est avec la famille depuis 2 ans. Je lui fais confiance, mais je ne prends pas de risque. Elle restera ici. En moins de 30 minutes, nous étions dans un SUV aux vitres teintées. Elena tenait Victor, perplexe, dans ses bras, tandis que je serrais contre moi un petit sac contenant quelques affaires. Alex se tenait dans l'allée, le visage figé dans une expression de rage contenue. Il se pencha vers ma fenêtre. « Je viendrai te chercher. Quoi qu'il arrive, je te retrouverai et te ramènerai à la maison. C'est ici ta maison, je lui demandai, surprise par la sincérité de ses paroles. Si tu le veux, oui, répondit-il avant de m'embrasser fougueusement, comme un adieu. Puis nous sommes partis, la maison en grès brun disparaissant derrière nous. La maison sécurisée s'est avérée être une modeste cabane dans le nord de l'État de New York, enfouie au fond des bois, sans aucun voisin à des kilomètres à la ronde. Elle était confortable mais simple, avec 3 chambres, une cuisine et un salon avec une cheminée. Rien à voir avec le luxe de la maison en grès brun. Dimitri est resté avec nous, accompagné de 2 autres gardes de sécurité que je ne connaissais pas. Ils ont établi un périmètre de sécurité, installé des caméras supplémentaires et clairement indiqué que personne ne pouvait partir sans autorisation. Victor s'est rapidement adapté, ravi par les bois et la faune. Mais je pouvais voir l'inquiétude d'Elena. Je sentais ma propre anxiété grandir à chaque heure qui passait sans nouvelles d'Alexis. Le 2e jour, j'ai finalement exigé des réponses. Que se passe-t-il? Quelqu'un a-t-il eu de ces nouvelles? L'expression de Dimitri était sombre. Monsieur Volkov s'occupe de la situation. C'est tout ce que je peux vous dire. Cela ne me suffit pas. J'ai besoin de savoir s'il est en sécurité. Il fait ce qui doit être fait pour vous, pour Victor, pour nous tous. J'avais envie de hurler face à cette non-réponse. Au lieu de cela, je suis allé dans ma chambre et j'ai appelé Alexis. Je suis tombé directement sur sa messagerie vocale.
Cette nuit-là, allongé dans mon lit, incapable de dormir, une main sur mon ventre, je sentais le bébé donner des coups. Ta maman est en train de perdre la tête, lui ai-je murmuré. Et je crois que je suis amoureuse d'un homme très dangereux. Qu'est-ce que je suis censé faire? Le bébé a donné un autre coup, comme pour dire « débrouille-toi ». Le troisième jour, le téléphone d'Elena a sonné. Je l'ai regardé répondre, son expression passant de l'inquiétude à la terreur, puis au soulagement en l'espace de quelques secondes. « Maya », a-t-elle dit d'une voix tremblante, « c'est fini. Monsieur Volkov est vivant. Il vient nous chercher. » Le soulagement m'a submergé si fort que mes genoux se sont mis à trembler. Quand? Demain. Il est en train de régler les derniers détails. Puis il viendra en personne. J'ai passé la nuit à faire les 100 pas, trop anxieuse pour dormir. Le bébé semblait sentir mon agitation, donnant des coups de pied et se retournant sans cesse. Quand l'aube s'est enfin levée, j'étais épuisé et surexcité, debout à la fenêtre, guettant le moindre signe de son approche. Le SUV noir est arrivé à 9 heures. Je me suis précipité dehors avant même qu'il ne soit complètement arrêté, malgré les protestations de Dimitri concernant les protocoles de sécurité. Alexis est sorti du véhicule et j'ai eu le souffle coupé. Il avait l'air terrible, le visage meurtri, la lèvre fendue, bougeant avec précaution comme si ses côtes lui faisaient mal, mais il était vivant. Il était vivant. Maya, il m'a rattrapé alors que je me jetais pratiquement sur lui, ses bras m'enveloppant malgré les blessures qu'il cachait. Doucement, je suis un peu amoché. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Il m'a fait taire d'un baiser, tout à cause de sa lèvre fendue, mais non moins intense. Je vais bien. C'est fini. Les Mickey ne sont plus une menace. Je voulais lui demander ce que cela signifiait, mais je n'étais pas sûr de vouloir la réponse. Au lieu de cela, je l'ai simplement serré dans mes bras, sentant son cœur battre contre le mien. Papa! Victor a fait irruption dans la cabane. Natacha, juste derrière lui, se jetant aux pieds de son père. Alex a grimacé, mais l'a quand même pris dans ses bras, serrant son fils contre lui. « Salut, petit bonhomme. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as apporté un cadeau? » Malgré tout, Alex a ri. Peut-être. On verra. Eliena est apparue, le soulagement se lisant sur son visage. Baal et Alexei ont échangé quelques mots en russe et j'ai vu des larmes dans ses yeux lorsqu'elle l'a serré dans ses bras. Finalement, il a posé Victor par terre et s'est retourné vers moi. Nous devons parler en privé. Nous avons marché dans les bois sur une courte distance, juste assez loin pour être hors de portée de voix. Le soleil matinal filtrait à travers les arbres, les oiseaux chantaient autour de nous. La scène était presque paisible. « Dis-moi » ai-je dit. « Tout. » Il s'est appuyé contre un arbre, visiblement épuisé. Je leur ai donné le choix. Quitter New York définitivement ou en subir les conséquences. Ils ont choisi de se battre. Sa mâchoire s'est crispée. Alors je leur ai fait subir les conséquences. Leur direction a disparu. Leurs opérations ont été démantelées. Quiconque tentera de les reconstruire subira le même sort. Disparu? Tu veux dire? Oui. C'est exactement ce que je veux dire. Son regard croisa le mien, provocateur. Cela change-t-il ce que tu ressens pour moi? J'aurais dû dire oui. J'aurais dû être horrifié. Mais j'ai pensé à la menace qu'ils avaient proférée contre moi et Victor. Des innocents qu'ils étaient prêts à blesser pour obtenir ce qu'ils voulaient. J'ai pensé à Alexis qui avait fait ce qu'il devait faire pour protéger sa famille. Non, ai-je répondu doucement. Cela ne change rien. Un soulagement a illuminé son visage. Tu le penses vraiment? Oui, je n'aime pas ça. Je ne prétendrai pas comprendre votre monde ni approuver la violence, mais je comprends pourquoi vous avez agi ainsi, et je suis reconnaissante que nous soyons en sécurité. Il m'a serré contre lui, le visage enfoui dans mes cheveux. J'ai eu tellement peur pendant tout ce temps. Je ne pensais qu'à te retrouver, m'assurer que tu étais en sécurité, m'en assurer. Il s'écarta pour me regarder. Je t'aime, Maya. Je sais que c'est trop tôt, trop compliqué, trop tout, mais je t'aime et j'ai besoin que tu le saches avant de prendre une décision. Mon cœur tressaillit. Quelle décision? Ou si tu veux que je t'installe dans un endroit sûr, loin de tout ça, que je te donne de l'argent, une protection, tout ce dont tu as besoin pour élever ta fille en paix. Sa voix était rauque d'émotion. Je comprendrais si tu choisis de partir. Je détesterais ça, mais je comprendrais.
J'ai posé mes mains sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre sous mes paumes. Je te choisis. Je choisis cette vie folle, dangereuse, impossible, parce que je t'aime aussi, et parce que Victor a besoin d'une figure maternelle, que ma fille a besoin d'un père, et que nous avons besoin l'un de l'autre. Tu es sûr? Parce qu'une fois que tu seras pleinement dans ce monde, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Tu seras lié à moi, à mon organisation, à tout ce que je suis. Je suis déjà lié à toi. Je le suis depuis le moment où tu m'as fait monter dans cette voiture. J'ai souri. De plus, quelqu'un doit te garder en vie. Il est clair que tu n'es pas capable de le faire tout seul. Il a ri, puis a grimacé. Il avait clairement des côtes contusionnées. Allez, rentrons à l'intérieur pour que je puisse t'examiner correctement. Et ensuite, nous rentrerons à la maison. À la maison, a-t-il répété, comme s'il testait le mot. Oui, rentrons à la maison. 3 mois plus tard, j'ai commencé le travail un mardi après-midi. Alex, d'habitude si calme et maître de lui, a complètement paniqué. Il m'a fait monter dans la voiture avant même que j'aie fini de préparer ma valise pour l'hôpital, a appelé son médecin privé, a appelé Elena pour qu'elle vienne chercher Victor, a appelé tout le monde. Respire, lui ai-je dit alors qu'une nouvelle contraction me secouait. C'est moi qui vais accoucher et je suis plus calme que toi. C'est différent. C'est toi. C'est... Il a serré le volant plus fort. Et si quelque chose tournait mal? Et si tout se passait bien? Nous avons les meilleurs soins médicaux que l'argent puisse acheter et je suis forte. Souviens-toi, 12 heures plus tard, Elena Maria Torres Vulkov est venue au monde en criant de toutes ses forces. Elle était parfaite avec ses cheveux noirs, ses yeux noisettes, ses 10 doigts et ses 10 orteils. Et quand Alexei l'a tenue dans ses bras pour la première fois, les larmes coulant sur son visage, je suis tombée amoureuse de lui une nouvelle fois. Victor était complètement sous le charme et insistait pour tenir sa petite sœur dans ses bras en permanence. Elle est si petite, murmurait-il avec admiration. Comme une poupée très bruyante, disait Alexei en souriant tandis qu'Elena poussait un autre cri. Nous l'avons ramenée à la maison Brownstone, car c'est ce qu'elle était devenue, et la vie a pris un nouveau rythme. Les tétés nocturnes, les changements de couche, Victor qui aidait à sa manière de petit garçon de 3 ans. L'organisation d'Alexis fonctionnait sans heurts en arrière-plan, mais sans jamais toucher à la bulle de domesticité que nous avions créée. Une nuit, alors qu'Elena avait 6 semaines, j'ai trouvé Alexis dans la chambre d'enfant à 3 heures du matin, la tenant dans ses bras pendant qu'elle dormait. Il chantait doucement en russe une berceuse que je ne connaissais pas. « Tu es doué pour ça », lui ai-je dit depuis le seuil de la porte. Il a levé les yeux et m'a souri. C'est l'entraînement. Victor avait un sommeil très agité. Je me suis approché d'eux, me suis appuyé contre lui et ai regardé la petite poitrine de notre fille se soulever et s'abaisser. « Es-tu heureux ?» lui ai-je demandé. « Plus heureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer », m'a-t-il répondu en m'embrassant sur le sommet du crâne. « Tu m'as sauvé la vie, Maya. Pas seulement cette nuit-là au restaurant, mais tous les jours depuis. Tu m'as donné une raison de vivre au-delà de la simple survie. Une vraie famille, un vrai foyer. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Je l'ai corrigé. Je me noyais avant de te rencontrer et maintenant tu es exactement là où tu dois être. 6 mois après la naissance d'Elena, Alex m'a demandé en mariage, sans fanfare ni grand geste, mais tranquillement, un matin au petit déjeuner. Victor m'a aidé en me présentant la bague, un héritage familial qui avait appartenu à sa grand-mère. « Veux-tu m'épouser ?» m'a demandé Alexei d'une voix calme, mais les yeux nerveux. « Veux-tu devenir officiellement ma femme? Rendre cette famille réelle à tous égards. » J'ai regardé la bague, le visage impatient de Victor, l'expression pleine d'espoir d'Alexis, la vie que nous avions construite à partir du danger, du désespoir et d'un amour improbable. « Oui », ai-je répondu 1000 fois, « oui. » Le mariage fut intime, en petit comité, avec seulement la famille et quelques amis proches. Je portais une robe blanche simple, adaptée à mon corps encore convalescent. Victor était le porteur d'alliance et prenait son rôle très au sérieux. Elena a dormi pendant toute la cérémonie dans les bras d'Elena, la gouvernante. Quand Alexei m'a embrassé en tant que son épouse, j'ai senti un goût salé et j'ai réalisé que nous pleurions tous les deux. « Je t'aime », m'a-t-il murmuré contre les lèvres. « Ma féroce et courageuse Maya, je t'aime aussi, mon dangereux et dévoué Alex. »
2 ans plus tard, je me tenais dans notre cuisine, regardant Victor et Elena jouer dans le jardin à travers la fenêtre. Victor lui apprenait à courir après les papillons. Ses jambes de bambin étaient chancelantes, mais déterminées. Alex m'a enlacé par derrière, ses mains reposant sur mon ventre, où le troisième bébé faisait déjà sentir sa présence. Encore un 1, a-t-il dit avec émerveillement. Tu es sûr d'en vouloir 3? Tu te plains. Jamais. Je veux juste que tu sois heureuse. Je me suis retourné dans ses bras, levant les yeux vers l'homme qui avait changé tout mon univers. Il était toujours dangereux, toujours impliqué dans des affaires dont je ne lui demandais pas de détails. Mais il était aussi un père dévoué, un mari aimant, un homme qui m'avait donné tout ce dont je n'avais jamais osé rêver. Je suis heureuse, ai-je dit. Plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Qui aurait cru que sauver la vie d'un parrain de la mafia finirait par sauver la mienne? Il rit et me serra contre lui. Qui aurait cru qu'une infirmière enceinte entrerait dans ma vie et la bouleverserait? La meilleure décision que j'ai jamais prise. Écrire ce mot. Non! Monter dans ta voiture depuis le jardin. Victor appela. Papa, maïna, papa. Maman Elena a attrapé un papillon. Nous sortîmes tous ensemble pour rejoindre nos enfants sous le soleil. Et tandis que je regardais Alexis faire tournoyer Elena sur ses épaules pendant que Victor parlait avec enthousiasme du papillon, je repensais à cette nuit, 2 ans auparavant, où j'avais écrit ces 4 mots qui avaient tout changé. Ils ont empoisonné ton verre. Je lui avais sauvé la vie. Il m'avait sauvé la mienne. Et ensemble, nous avions construit quelque chose de magnifique à partir du danger et du désespoir. Une famille, un foyer, un amour qui n'aurait pas dû fonctionner, mais qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnait. Parce que parfois, le choix le plus dangereux est le bon. Parfois, la personne que vous devriez fuir est celle vers laquelle vous êtes destiné à courir. Et parfois, un moment désespéré devient le début de tout ce dont vous ne saviez pas avoir besoin. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez cette histoire, regardez les autres vidéos sur votre écran. Je pense que vous les apprécierez vraiment et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. À bientôt dans la prochaine vidéo.